fait, on le fait pas payer, le président de la République, mais on devrait, non? Après tout, pourquoi à titre gracieux? On devrait peut-être lui demander aussi de déclarer ça en davantage. Je réclame personnellement le retour, mais ça fait des années que je le réclame en vain, le retour du petit compteur électrique du général de Gaulle, vous savez, parce que Jacques Chirac avait fait campagne en disant qu'il fallait réinstaller le petit compteur électrique. On n'en a jamais. Il faut dire qu'il y a des appartements privés à l'Élysée, que le général de Gaulle avait fait installer un compteur électrique pour payer l'électricité qu'il consommait dans ses appartements privés, afin que ce ne soit pas la charge de l'État. Voilà. Depuis, ça a été l'inverse. Emmanuel Ratier au pied du chef. Dites-moi, Emmanuel Ratier, je ne sais pas ce que vous inspire le petit poulet de Pierre Lours, mais aujourd'hui, celui qui est sur la sellette, c'est plus du tout Hollande, c'est Valls, non? Vous avez préparé ça de longue main. Comment se fait-il que vous aviez su qu'il allait être Premier ministre en préparant une biographie que vous sortez 8 jours après sa nomination ou 15 jours? Je pense que c'est une question d'analyse, une question de recherche. Enfin, bon, ça me paraissait quand même plausible. Et en fait, j'avais terminé cette biographie 3 jours avant le second tour des municipales. Enfin, voilà. 8 jours avant sa nomination. Voilà. Donc, j'ai attendu quelques jours, me disant, bon, je serai obligé de remplacer ministre de l'Intérieur par Premier ministre. Et c'est en fait ce qui s'est produit. Donc, mais je vous dirais, depuis, j'ai fait des découvertes nouvelles, ce qui me permettrait de rajouter encore 50 ou 60 pages. Mais alors, il y a tant de choses à dire sur ce personnage, Manuel Valls, donc. Dites-nous. Alors, je sais pas, c'est très à la mode. En ce moment, il y a ce qu'on appelle les bipolaires. Oui. Avant, je pense qu'on disait les schizophrènes. Ça veut dire tranché à la hache, quoi. C'est plus lourd, quand même. Oui. Oui. Mais Manuel Valls est un homme qui a un double visage. Et c'est absolument stupéfiant ce qu'on peut découvrir sur lui, c'est-à-dire qu'il a réécrit totalement sa propre histoire. C'est-à-dire il y a une histoire officielle et il y a la véritable histoire qui est la sienne. On nous sort une histoire officielle depuis 8 ou 10 jours qui est... non, on la sort depuis... il a préparé son coup de longue date, oui. Mais je donnerai... Enfin, si vous voulez, je veux pas accaparer le micro, mais si vous voulez, par exemple, sa sœur, qui habite maintenant en Espagne, dans la propriété de famille, pourrait-on dire, juste dans un faubourg de Barcelone, a donné un grand entretien à Paris Match. Bon. Dans cet entretien, elle déclare par exemple que son grand-père a créé le grand-père de Manuel et de sa sœur. Le père de son père, qui est Xavier Valls, qui était peintre. Bon. Cet homme a créé un journal, et elle explique qu'il l'a créé après le déclenchement de la guerre civile en Espagne, et que ce journal a été interdit par le général Franco. Donc on est dans une espèce de rhétorique. Donc créé après 36. Réfugié antifranquiste. C'est ça. Ouais. Bon. Or, il suffit d'effectuer une recherche. J'avais effectué ces recherches avant l'entretien, évidemment, à Paris Match, que je n'ai pas pu citer parce que le livre était parti à l'impression. Ce journal a été créé au début des années 30 et il a été interdit le 19 juillet 1936, le jour du déclenchement de l'insurrection communiste et anarchiste à Barcelone. Les propriétaires, c'est-à-dire la famille Valls, ont été expulsés de leur immeuble. Le Parti socialiste unifié de Catalogne, c'est-à-dire la section du Parti communiste de Catalogne, parce que la Catalogne a des particularités très fortes, s'est installé dans l'immeuble, et le 21 juillet 1936 est sorti El Treball, qui a été le quotidien communiste de Barcelone pendant toute la guerre civile. Donc bien évidemment, d'ailleurs Franco à ce moment-là était un général au Maroc. Il était au Maroc et il n'a jamais interdit ce journal qui a été interdit le jour du déclenchement de la guerre civile en Espagne. Ouais. Voilà. C'est juste un exemple parmi d'autres parce que tout en découle. Donc vous parlez de falsification. Ça. Il y a une chose qui est extrêmement simple. Manuel Valls est né en 1962. Il est né, tout le monde le sait, enfin je pense la plupart des gens il est né en Espagne. Le franquisme en Espagne en 1962, c'était quelque chose. Et moi, j'ai rencontré dans les années 80 des anti-franquistes, c'est-à-dire des responsables, par exemple, du POUM, l'ancien parti trotskiste, etc. En France, dans les années 70-80, et bien évidemment dans les années 60, on rencontrait des réfugiés anti-franquistes, c'est-à-dire des gens qui étaient partis en 1938-1939 pour se réfugier en France, etc., etc. Certains étaient partis jusqu'en Union soviétique.
comment est-ce que le fils d'un réfugié antifranquiste peut naître en Espagne, à Barcelone, en 1962? C'est extrêmement simple. Son père n'a jamais été interdit en Espagne. Il a fait une très belle carrière de peintre. Il suffit de prendre les catalogues qui lui sont consacrés pour constater que certes, il s'est installé à Paris, et pour différentes raisons, parce qu'il avait eu une bourse pour Paris, parce qu'il parlait français. Comme beaucoup de peintres espagnols, d'ailleurs, en plus, un siècle. C'est un peintre réaliste. Et à Paris, il y avait encore une école réaliste, alors qu'en Espagne, curieusement, après la guerre civile, il y a plutôt une école abstraite. Donc il a préféré s'installer à Paris pour pouvoir développer son art pictural. Mais son fils est né à Barcelone. Mais à partir de 1952, il expose tous les ans en Espagne. Il remporte les plus grands prix de peinture espagnole. Il rentre dans les musées espagnols, aussi bien à Madrid qu'à Barcelone et d'autres villes en Espagne. Ils achètent une propriété, une très belle propriété, où ils passent tous les hivers et tous les étés. Et Ouf. Comme à Horta, qui se trouve dans la banlieue huppée de Barcelone. Et c'est pour ça que Manuel Valls est né en août 62 à Barcelone, parce qu'ils y étaient en vacances. Ils n'ont jamais été des réfugiés antifranquistes. Il se flatte d'ailleurs parce que son oncle, le frère de son père, ait écrit l'hymne. Il s'en flatte, c'est quand même un peu fort de café. L'hymne du club de Babal de Barcelone. Oui. Voilà. De Babal de Barcelone. Voilà. Le Barça de Barcelone, oui. Oui, c'est exact. Donc c'était une famille très installée, en réalité, dans l'Espagne. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que son père a 7 frères et sœurs. Ils sont tous restés en Espagne. Par exemple, quand Manuel Valls est né, l'accouchement est fait par un de ses oncles, qui est lui-même médecin accoucheur en Espagne. Et la famille c'était une des 10 familles les plus riches de Barcelone. Ah oui. Mais c'était une famille très catholique, non? Est-ce que ils possédaient leur propre banque. Pieuse, non, et d'ailleurs, la banque Valls existe toujours à Barcelone. Ah oui. Et on vous le présente comme un fils de pouilleux réfugié antifranquiste. C'est n'importe quoi. Alors qu'ils sont très chrétiens, je crois, très catholiques. Ils sont extrêmement catholiques. D'ailleurs, juste avant cette émission, vous y avez fait une petite allusion. Va avoir lieu très prochainement. Ratier se tourne vers Pierre Lours. Va avoir lieu très prochainement une cérémonie à Saint-Louis-en-Lille en honneur de Saint-Louis. Bon. Manuel Valls s'est marié, lors de son premier mariage, il s'est marié religieusement à l'église Saint-Louis-en-Lille. Ses enfants sont baptisés. Lui-même a servi la messe pendant des années et il a failli lui-même devenir prêtre. Et aujourd'hui, on le représente comme à l'égal d'un Payon, comme un défenseur de la laïcité, d'un franc-maçon, etc., etc. Il se rend effectivement au Vatican, mais il est toujours présenté comme ça, et il a toujours eu et sa famille était ultra catholique. Je vais vous donner juste un exemple. Il a pas servi la messe, non? Il a même failli devenir prêtre. Ah oui, ah bon. Voilà. Donc c'est des éléments qu'on n'a pas trop tendance à connaître, quoi. Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce personnage? Pourquoi avez-vous pensé faire une biographie de Valls? Ça vous m'avez étonné qu'on m'avait dit. Parce que c'est un personnage sur lequel, en fait, j'ai lu une biographie catastrophique sur lui. Ah voilà. Qui est une biographie c'est une hagiographie. Il y a 2 livres qui existent sur lui. Je ne donnerai pas les auteurs parce qu'ils sont trop lamentables. Le deuxième est meilleur s'il décrit son passage au ministère de l'Intérieur. Il étudie son rôle dans la montée de l'insécurité, l'incapacité à gérer la politique d'immigration, l'incapacité à dominer le droit d'asile, en fait, etc., etc. C'est un ouvrage qui est bien fait. Mais le premier, c'est une hagiographie remplie d'erreurs, d'approximations, etc., etc., quoi. Je vous donne un autre exemple. Alors, donnez-nous exemples. Je crois qu'il y en a un que vous ne voulez pas citer, vous gardez pour la bonne bouche. Alors, nous ne l'aurons pas ce soir, mais entretenons-le. En fait, comme je compte pas avoir beaucoup de soutien dans ce qu'on appelle les grands médias, donc j'ai créé un site qui s'appelle vraivisagesmanuelvalls.com, puisque le livre s'appelle Le vrai visage de Manuel Valls. Et donc, il y a ce qu'on appelle un élément excitant de vente. Très bien. C'est un peu difficile. Bravo pour la traduction. J'aurais pas besoin de mettre de l'argent dans le nourrin. Sera mis en ligne vendredi 25, donc vendredi qui vient, à 8h du matin. C'est un petit film de 3 minutes, il y en aura d'autres par la suite, mais je pense que c'est véritablement vraiment explosif. Mais attendez, si on vous trouve ça sur Internet, on ne va plus acheter votre livre. Non, parce qu'il y a toutes sortes d'éléments. Ah bon, il y a toutes sortes d'éléments. C'est vraiment quelqu'un qui a reconstruit son histoire. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui dit oui alors qu'il disait non. C'est quelqu'un qui disait oui à qui quoi? Qui dit défendre les victimes et qui est du côté des bourreaux. C'est sidérant.
Je crois que j'ai jamais vu une biographie aussi trafiquée que la sienne. Vous savez, j'ai l'habitude d'écrire des biographies, je suis le grand spécialiste, je pense, des biographies. Oui, mais Valls, ça m'a étonné. J'ai l'habitude d'être pillé. Oui. Mais alors, véritablement, Valls, c'est incroyable, quoi. Oui. Mais alors, il raconte son adolescence misérable dans un galetas où ils étaient obligés de se laver dans une espèce de tube avec de l'eau, etc. Tout est faux. C'est pas faux. C'est que c'est totalement romancé avec même sa sœur raconte qu'il y avait des rats dans les escaliers. Bon, le problème, c'est que c'est un immeuble, ça fait 62 ans qu'ils habitent un immeuble de la régie immobilière de la ville de Paris. 62 ans. Depuis 1951, ils sont logés par la mairie de Paris. Ouais. Et ils sont pas logés ni dans le 19e, ni dans le 18e, ils sont logés quai de l'hôtel de ville, à 40 mètres de l'hôtel de ville, et ils ont la vue sur l'île Saint-Louis. Et ils ont 3 étages. Ah oui. Quand même, ouais. Donc c'est quand même. Ah oui. Je pense que c'est cette adolescence misérable qui l'a fait lutter, qui l'a rendu socialiste. Il y a un autre aspect de sa bipolarité, pour utiliser ce vocable contemporain. C'est son nom à la Constitution européenne en 2005, qu'il convertit en oui au dernier moment. Mais pour autant, il a continué à prêcher le non et il se retrouve quand même Premier ministre. D'un président de la République qui est très oui-ouiste pour le coup. Il y a plusieurs socialistes qui avaient dit qu'il avait été doublement cocu. Parce qu'il s'est fendu quand même d'une tribune absolument incroyable dans Le Monde, où il dit « J'ai milité pour le non et je voterai oui ». C'est ça, oui, c'est ça. Oui. C'est exact, ça résume, je pense, assez bien. La bipolarité, oui. Par discipline, oui, contrairement à Fabius. Ça résume assez bien le personnage. Pierre Lourdes a reçu une lettre d'un auditeur sur le sujet pour vous, Emmanuel Ratier. D'un homme qui vous demande, d'un auditeur qui vous demande, Emmanuel Ratier, ou plutôt qui précise que l'affection bipolaire aujourd'hui correspond à la schizophrénie, à la psychose maniaco-dépressive. Vous êtes d'accord? C'est ce que j'ai dit. Hein. Ouais, bipolarité, schizophrénie, qui veut dire trancher à la hache en deux. Hein. Je signale que nous n'avons pas Benjamin Blanchard ce soir, et alors vous faites le Benjamin Blanchard, ou la Marie-Josée Strich d'ailleurs. Ah là, j'avais un petit faible pour la Marie-Josée Strich. Je sais, elle a fui en Bretagne pour que votre faible reste faible. Je sais, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours. Et elle nous salue bien. J'espère qu'elle va venir un jour à ce micro. Mais Benjamin Blanchard, lui, est en Irak. Alors, Christine Claire, vous connaissiez Emmanuel Valls? Vous connaissez un peu? Et Madame Valls, oui, je connais depuis assez longtemps. J'ai connu jeune député d'Evry, assez courageux d'ailleurs, capable en pleine campagne législative, suivant la défaite de Jospin, de faire évacuer par la police plusieurs familles africaines qui occupaient un immeuble, qui avait été installé là par DAL, droit au logement, et expliquant que ne pouvait pas dépasser un certain seuil dans certains quartiers d'Evry. Bon, ça l'a pas empêché d'être élu, mais à une époque où très peu de socialistes ont été réélus. Je me souviens que François Hollande craignait tellement pour son propre siège à Tulle qu'il m'avait dit on joue sa vie en politique. Non, Manuel Valls s'est distingué assez vite, j'allais dire comme le droitier de la bande, sur des problèmes comme l'immigration, la sécurité. Il avait voulu amener Jospin parce que Jospin parlait, je vous en souvenez, ça lui a coûté cher d'un sentiment d'insécurité. Et c'était pas du tout l'avis de Valls. Comme ministre de l'Intérieur, il s'est signalé par, en effet, oui, non, je vous parle de 2002. Là, je vous parle d'une période précédente. Principalement contre les manifestants de la Manif pour tous. Alors, c'est une période dans laquelle j'étudie aussi la période de... En gros, 99-2002, puisqu'en fait, avant, il a essayé de s'implanter dans la zone d'Argenteuil, en essayant de battre le maire communiste. Finalement, ça n'a pas marché, et donc il s'est implanté à Ivry. Mais à la même époque, moi j'ai d'autres documents que je publie, je dis bien c'est une image qui se donne, parce qu'au même moment, il a parrainé des sans-papiers, par exemple. Il a organisé des cérémonies publiques de parrainage. Donc oui, comme ministre de l'Intérieur, il n'a pas été spécialement anti-immigrationniste, parce que le nombre de nouveaux venus, pour utiliser ce terme, est encore plus grand que sous Sarkozy, et c'était encore plus grand sous Sarkozy que sous Chirac, c'est dire. Ah non, mais
j'ai consacré un chapitre à Évry, que j'appelle la petite République valsienne. Bon, tout Vals, en fait, est dans le fameux film qui a fait un peu de bruit sur Internet, qu'on voit pas évidemment. Ah oui, il y a trop de... Non. Il dit, il faut mettre quelques whites. Oui, c'est ça, il y a trop de négros, il faut mettre quelques whites, oui. Il commet une faute de... Donc il met quelques whites, quelques blancos, parce que petit côté espagnol, les blancos, en disant qu'il faut que on équilibre les choses. Mais en fait, il s'est toujours appuyé sur un certain nombre de communautés à l'intérieur d'Évry, en organisant des conseils locaux et en prenant les responsables et en faisant rentrer certains au conseil municipal. De manière à pouvoir régner un peu sur tout, c'est ce que faisait Strauss-Kahn à Sarcelles. Les socialistes utilisent toujours la même technique. Ils prétendent être intégrationnistes, alors qu'en fait, ils sont multiculturalistes. Ils organisent des communautés et ceux qui émergent, ils les intitulent chefs, les prennent dans les conseils municipaux. Et rouler jeunesse, oui. Voilà. Mais c'est un grand homme d'État que vous décrivez là, capable de grande habileté. On verra bien, mais je pense pas que... vous pourrez en parler à votre prochaine émission, puisque j'aurai le plaisir d'ici là de vous avoir offert le livre. Je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à s'en relever. Et c'est pas du tout une blague que ce que je dis là, oui. Non, c'est... il va avoir beaucoup de mal à s'en relever. On peut pas nous dire un petit peu ça ira, non, ça ira pas jusqu'à la démission, mais je pense qu'il va vraiment avoir des gros problèmes parce que plus personne ne voudra croire à ce qu'il dit. Et comment, vous savez, il y a des mensonges énormes qui, une fois révélés, ne tuent pas leur auteur. Bien sûr. Regardez l'Observatoire, il aurait dû être mort, Mitterrand, après l'affaire de l'Observatoire. Il n'est pas mort, il est président de la République. Je dis quand même qu'il aura des difficultés à s'en remettre. Parce que sur l'Observatoire, il a envoyé X policiers à ma librairie. On n'a pas arrêté d'avoir des attaques sur les 3 sites internet que j'ai, etc., quoi. Et il va falloir faire garder Radio Courtoisie, car vous écoutez, chers auditeurs, Radio Courtoisie, le libre journal de la nuit. Paul-Marie Couteau, je reçois notamment pour sa biographie de Manuel Valls, dangereuse apparemment pour nous tous. Mais donc je veux pas. Emmanuel Ratier. La seule chose que je dis aux auditeurs de Radio Courtoisie, c'est si vous avez l'occasion, vendredi 25, d'aller à partir de 8h, donc sur le site vraivisagemanuelvalls.com, vous pourrez juger de ce que je viens de dire ce soir. Voilà. Bon, j'aurais peut-être dû vous inviter la semaine prochaine. Mais vous pourrez m'inviter si vous voulez. Je pensais que vous alliez nous dire un petit quelque chose. Ah non. Il y a la bombe à fragmentation, c'est vendredi à 8h du matin. Ça a trait à sa personnalité, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait comme ministre de l'Intérieur. Je n'y arriverai pas. Et c'est vraiment quelque chose qui va étonner les gens, quoi. Ça ne figure absolument dans rien de ce qui a pu paraître sur lui, quoi. Vous dites qu'il a failli être prêtre. Est-ce qu'il a une éducation classique très affirmée? On a l'impression que malgré non, il a c'est un élève d'une médiocrité rare. En fait, il a eu le bac d'extrême justesse, et notamment avec la seconde langue parce qu'il parlait catalan. Donc là, en catalan, il a eu 19 ou 20 sur 20, quoi. Ah oui. Mais il a un tout petit bagage, si vous voulez. Au total, il a une licence d'histoire, hein, qu'il a obtenue au forceps à Tolbiac. Hein. Et alors, parce qu'en fait, il faisait de la politique. De toute façon, c'est Manuel Valls, c'est une alliance entre 3 personnes, très simple. À la faculté de Tobien, d'ailleurs, où était Valérie Trierweiler à l'époque, mais à l'époque, elle n'était pas à gauche. Il fait alliance avec 2 personnages qui vont avoir un rôle essentiel, c'est Alain Boer et Stéphane Fuchs. Donc Alain Boer va devenir, très jeune, le grand maître du Grand Orient de France. Donc c'est les réseaux maçonniques, etc. qui comptent. D'autre part, ça va devenir le pape de la sécurité urbaine en France, qui va conseiller aussi bien les mairies socialistes que les mairies RPR ou à l'époque, et qui va être à la fois le spécialiste, le véritable conseiller sécurité de Nicolas Sarkozy, et qui l'est toujours de Manuel Valls. Et le troisième personnage, c'est Stéphane Fuchs, qui est un des papes de la communication politique en France. C'était l'homme de Dominique Strauss-Kahn, mais depuis il a passé toutes sortes de gens partout, et en même temps il est administrateur du conseil représentatif des institutions juives de France. Et Stéphane Fuchs a challenge le rappel dans son avant-dernier numéro, une réflexion qu'il avait fait. L'hebdomadaire Challenge. Oui.
sur dernière page, je suis toujours bien informé, il rappelle des propos donc il y avait quelques années où Stéphane Fuchs dit avec Manuel au PS et avec Alain au Grand Orient, on tient la France pour 30 ans. Ah, voilà. La phrase telle quelle. Oui. En effet, voilà une phrase. Et j'explique, je parle également de ces personnages. Un peu les vantardises masculines aussi, non? Moi, je me rappelle de Douming, le milliardaire communiste, disant je tiens la France avec la CGT à la SNCF. Bon. Ben, je crois que c'est toujours la CGT qui tient EDF et la SNCF. Bon, ils ont perdu parce que maintenant leur idéologie est tellement nulle, et tellement lamentable, et tellement mortifère qu'il y a vraiment plus que les familles de permanents et d'employés qui votent pour eux. Mais ils ont quand même tenu la France pendant des années. Emmanuel Ratier, je ne vous ai pas présenté, mais tout le monde vous connaît. Peu de gens le directeur de Faits et Documents. Voilà, oui. Qui est... je suis toujours abasourdi quand je vous lis, parce que d'abord vous révélez un nombre de choses stupéfiant, et c'est toujours accablant. Rien ne me fiche davantage le cafard que de lire Faits et Documents, parce que vous connaissez le dessous des cartes, c'est toujours moche, c'est toujours effrayant, c'est toujours pessimiste. Mais comment travaillez-vous? Comment avez-vous des informations? Parce que c'est quoi vous? Je crois pas que chercher, c'est 40 ans de travail, c'est 40 ans de constitution d'archives. Vous travaillez toute la journée? Toute la journée, la nuit, et il n'y a pas de week-end. Oui, j'ai l'impression. Et ni vacances. Oui, c'est ça. Ça fait 40 ans que je fais ça. Et vous êtes derrière un ordinateur, tout est classé. Et vous cherchez, et vous lisez la presse, vous cherchez sur l'ordinateur. Et de toute façon, comme je dis toujours, bon, c'est vendu que par abonnement, Faits et Documents. Oui. Ça paraît tous les 15 jours. J'écris tout. Je m'occupe des abonnements, je réponds au téléphone, je fais tout. Mais je fais des prévisions dans les numéros, donc c'est capable de vérifier, quoi. Si mes prévisions sont fausses, les gens se réabonnent pas, quoi. Oui. C'est pas difficile, quoi. Donc je pense que, par exemple, pour les élections municipales, je me suis pas trompé. Pour Aquilino Morel, j'ai raconté il y a un mois qu'il allait finir par sauter, etc., quoi. C'est incroyable, vous êtes stupéfiant. Comme ça. Comment aviez-vous su, par exemple, Morel, ce pauvre Morel, que je trouvais plutôt mieux que les autres, vous voyez, comme je suis une pauvre poupée qui vient de naître. Je pensais que ce Morel avait un petit élan national, non seulement il a une belle plume, mais en plus... Parce qu'il s'inspirait de vous. Ah, je sais pas si ça s'inspirait de moi. Remarquez, il a eu des mots de miel pour ma pauvre personne, en effet. Il avait étudié les grands discours d'avant, il m'avait dit ça, qu'il avait lu les discours. De s'inscrire dans l'histoire de France. En tout cas, bon, je crois que c'est un gros échec pour Manuel Valls. Parce que c'était quand même, c'était un relais très important de Manuel Valls à la présidence de la République. En plus, bon, je sais bien que c'est un Catalan, mais ils ont des origines espagnoles tous les deux. Et puis, c'est relativement le même profil, quoi. À peu près le même âge, ce genre de choses. Aquilino Morel est sixième fils d'ouvrier misérable, et que vous nous expliquez que Manuel Valls est issu d'une grande famille très fortunée. Non, il est issu. Pas dans le même parcours. Il est issu d'une famille richissime, mais c'est vrai qu'ils ont eu des revers de fortune. Ah, vous parlez de Valls ou de Morel? Oui. Écoutez, il y a quelque chose d'étonnant à entendre du haut de l'Assemblée nationale. Alors, moi, ça m'a étonné, mais même un peu contrarié, et puis ça a plu à beaucoup de gens. Premier ministre qui dit: il n'y a qu'en France qu'on peut devenir français à 20 ans et devenir Premier ministre. Je suis désolé, mais ça me choque. Grand silence autour de ce micro. Ça ne choque personne? Christine Claire, ça ne vous choque pas? Non, moi je trouvais ça bien. Moi j'étais émue, oui. Franchement, j'ai trouvé ça bien. La France a toujours assimilé des tas de talents, non? Oui. L'hiver. Il y a des reines de France qui ont été d'excellentes reines, Anne d'Autriche par exemple, sans être espagnole. France qui était espagnole, justement espagnole, oui. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai. Mais ça prouve que la formation française
demeure. Non, ça prouve que la méritocratie... Bon, alors évidemment, maintenant qu'on m'explique qu'il n'est pas d'origine sociale, madame, enfin, il est d'origine espagnole, ça c'est pas... Ah non, il est d'origine catalane. Et sans un grand puisqu'il est espagnol. Non, c'est pas vrai pour les Catalans. Bon. Non, mais attendez, la Catalogne demande en permanence son indépendance, oui. Et c'est pour ça que notamment, alors que toute sa famille aurait dû être franquiste, ils n'ont jamais été franquistes. Ils n'ont pas non plus été anti-franquistes. Mais ils n'étaient pas franquistes parce qu'ils étaient catalans. Parce qu'il y a il suffit d'aller une fois en Catalogne. Quand vous allez dans les cinémas, les films espagnols sont sous-titrés en catalan. Ah oui, je sais. Donc, et quand vous allez à l'université, les malheureux étudiants français qui arrivent dans le système Erasmus, certains habitants de Barcelone, en ayant fait de l'espagnol, ils arrivent à des cours de catalan, et le catalan n'a strictement rien à voir avec l'espagnol. Oui, mais ça, c'est l'Europe des régions. C'est-à-dire, vous savez que la Commission de Bruxelles mise sur les grandes régions, comme cela, et on nous fait le coup d'ailleurs, et Valls d'ailleurs, soit dit par parenthèse, nous fait le coup des grandes régions. On en est à faire d'énormes régions autour de la Bretagne, à quoi on veut rattacher Nantes, je sais pas comment ils vont s'entendre entre Nantes et Rennes, mais c'est le coup justement de la Catalogne, de la grande région, du Länder dans tous les pays d'Europe, pour passer bien entendu par-dessus les États-nations. C'est pas étonnant que Manuel Valls ait sorti cette affaire de grands groupes, de grandes régions, en effet. Bon, alors vous m'avez pas répondu sur Morel. Emmanuel Ratier, comment l'avez-vous flairé celui-là? Je ne vais pas d'une part accaparer la parole. Je voudrais savoir comment vous travaillez, comment vous trouvez. Non, mais je ne vous demande pas vos sources. C'est par Internet, c'est par journaux, c'est par conversation, c'est par quoi? Oui, c'est par contact, oui. Ah. Par contact, par recoupement. Qu'il y a des orfèvres ou quoi? Mais non. Ah bon. Je dis qu'il y a des orfèvres parce que j'apprends, en me tournant vers vous, Christine Claire, j'ai appris tout à l'heure, en regardant votre biographie, je sais pas pourquoi ça m'a pris tout à l'heure sur Internet, que vous aviez traduit des romans policiers. Ah oui. non pas que vous avez eu affaire. J'ai été femme au foyer, mère de famille.